Moi, ça va faire une trentaine d'années que je fais du conseil. Quand on met l'humain de côté et quand on a la croyance que la technologie va tout changer, on se plante systématiquement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de nos conversations autour de l'optimisme. Aujourd'hui, on va parler progrès et innovation avec Philippe Trouchot, CTO de PwC France et Maghreb, et Cécile Montaigne, urgentiste pédiatrique et spécialisée dans l'innovation dans la santé. Merci beaucoup de vous être joints à nous. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. PwC France et Maghreb, justement, a publié un récent sondage avec OpinionWay autour de l'optimisme. Et selon ce sondage, les progrès en matière de santé et en matière de technologie sont parmi les grandes raisons d'être optimiste. Quelles sont vos réactions comme ça à chaud ? C'est un sondage qu'on peut accueillir avec optimisme, en fait. Les résultats n'étaient pas forcément anticipables parce qu'on voit très bien, en particulier dans la société française, depuis environ le début des années 2010, on a commencé à contester la notion de progrès, en fait, jusqu'à à peu près 2010 et même plus précisément la campagne présidentielle de 2012. Il y avait un consensus politique et sociétal pour se dire que le progrès, c'était bon pour l'être humain et que c'était bon pour la société. Et on voit un basculement à partir de ces années où on commence à contester la notion de progrès et d'innovation en disant que finalement, c'est peut-être pas si bien que ça pour l'homme. C'est là où on voit arriver des concepts comme taxer les robots. On commence à dire que tous les emplois vont être remplacés par des robots, en fait, ce qui est factuellement inexact. Là, maintenant, on commence à avoir à peu près une quinzaine d'années de recul, donc ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je pense qu'il faut accueillir les résultats de ce sondage comme une heureuse surprise et comme un vent, effectivement, d'optimisme. Oui, effectivement, je suis d'accord. Après, on peut se dire que dans la santé, ça paraît logique. Même si on se plaint beaucoup aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est mieux soigné qu'au temps de Louis XIV, qu'on a quand même relevé, alors je dis on, je ne m'inclus pas forcément dedans, mais on a quand même relevé pas mal de défis. Si on regarde l'hygiène qui a permis l'espérance de vie d'augmenter drastiquement. L'espérance de vie en 1900, c'était 45 ans, c'est quand même pas beaucoup. Et puis aujourd'hui, si on regarde tout ce qui se passe, il y a le traitement pour le cancer. Par rapport à il y a 10 ans, on a fait énormément de progrès. Et puis, quand on regarde l'écosystème tech en santé, l'écosystème des startups, il est florissant. Ça bouillonne de partout, il y a des idées de partout. Donc je pense qu'on peut effectivement être optimiste. Si aujourd'hui, on regarde un petit peu les enjeux du monde actuel, on parle aussi beaucoup de durabilité, de sécurité, il y a beaucoup d'humanisme aussi. Selon vous, quelle serait la définition du progrès adaptée justement à ces enjeux-là ? C'est un progrès raisonné et qui est partagé, en fait, parce que là, par rapport aux grands enjeux que vous citez, il y a aussi quand même le sujet du financement. Récemment, le rapport Draghi était là pour nous le rappeler. Si l'Europe veut garder c'est des capacités industrielles et des capacités de recherche, on conclut, et je pense que l'analyse est probablement assez juste, que c'est à peu près 800 milliards d'investissements qu'il faut assez rapidement pouvoir mettre sur la table. Et ça, aucun pays, aucune entreprise va pouvoir faire ce genre de saut. Donc le progrès, il doit être raisonné, et ça, selon moi, c'est encore une fois, c'est de l'humain, mais c'est aussi une vision partagée de ce que ça peut apporter. Mieux soigner, je pense qu'a priori, sauf cas marginaux, personne ne va être contre mieux soigner ou avoir des meilleurs diagnostics. Réduire l'empreinte carbone de telle et telle activité grâce à de la technologie, je pense qu'on là aussi, par quelques cas marginaux, les gens vont plutôt être pour. Et donc mais encore une fois, on a besoin de beaucoup mieux expliquer la technologie, et au cas particulier de la France, peut-être retrouver aussi, au-delà de l'optimisme, un sentiment de fierté. La France est le deuxième pays qui produit le plus de PhD en intelligence artificielle. En France, il y a 82 laboratoires d'intelligence artificielle qui ont une aura, une renommée mondiale. On a la fierté. Je pense qu'il faut aussi se donner les moyens, et c'est pas toujours évident. Je vois l'écosystème des startups en France dans la santé, c'est difficile. En France, il y a un très bon terrain pour commencer. Donc voilà, il y a plein d'idées, ça, il n'y a pas de souci. Les équipes se forment, on débute la start-up, voilà, il y a du angel funding, on va lever 1 million, 2 millions, 3 millions. Et puis ensuite, quand il s'agit de lever 10 millions, 20 millions, là, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et c'est à ce moment-là, souvent, que soit, en fait, ils pivotent, parce que c'est pas possible, soit ils partent à l'étranger.
soit en fait carrément ils abandonnent, quoi. On en voit aussi beaucoup abandonner et c'est dommage. J'en ai vu comme ça beaucoup il y a une dizaine d'années et c'est vrai, on dit toujours il y a une start-up sur 100 qui va réussir et c'est pas très faux. Je pense à une start-up française qui voulait, grâce à l'intelligence artificielle, révolutionner l'interprétation de l'électrocardiogramme. C'est les petites pastilles là sur le cœur, ça fait un espèce de tracé, donc c'est hyper propice en plus à l'IA. Et donc ils ont voulu des ECG pour alimenter l'intelligence artificielle. Eh bien, ils n'ont pas pu avoir un seul ECG français à cause de la réglementation qu'il y avait autour de tout ça et de la CNIL notamment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher de l'ECG ailleurs, en Europe, ce qui est quand même un petit peu dommage parce qu'on a quand même une bonne base de données. Et puis au final, ils se sont fait racheter par un géant américain. Vous parliez de fierté, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qu'il faudrait qu'on ait plus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin d'avoir cette vision commune du progrès? Comment est-ce qu'on peut tendre vers cette vision commune? Encore une fois, la technologie toute seule, elle ne fera rien, en fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire sur qu'est-ce que la technologie va apporter, en fait. On est toujours dans la présentation de la technologie sans être en mesure d'expliquer ce qu'elle va apporter, en fait. J'ai un exemple en tête parce qu'il me concerne indirectement. On ne sait pas aujourd'hui, enfin on ne savait pas déceler les chiens qui allaient devenir des bons chiens guides pour les personnes non-voyantes. Voilà. Et on ne connaît toujours pas les critères, simplement quand on les fait passer dans une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va réussir, sans qu'on sache pourquoi, à déceler les chiots qui vont être capables d'évoluer positivement. Ouais, après, pour reprendre sur la vision commune, effectivement, il faut un dialogue entre tous les partis et c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Mais je pense que chaque parti peut aussi s'emparer du sujet et sans attendre en fait une réglementation ou que celui d'à côté se réveille, peut se réveiller tout seul. On pense au rôle de l'entreprise. C'est aux entreprises de se saisir, en fait, d'être motrices du changement et de se dire, voilà, on va repenser nos emballages, on va faire tel effort sur tel domaine et tel domaine pour arriver, en fait, à créer des innovations et penser la réflexion éthique dans l'innovation pour produire du progrès. Ça s'appelle l'éthique by design et on voit que c'est quelque chose qui se développe, même dans les startups en santé, il commence à y avoir des labels un petit peu éthiques pour les solutions, où en fait, dès la conception d'un produit, on va se poser les questions, on va réfléchir sur, voilà, je crée un algorithme, comment est-ce que je vais être sûr que la vie privée des patients va être protégée? Comment je vais assurer la confidentialité des données, la transparence des résultats, est-ce que l'algorithme n'est pas biaisé, est-ce qu'il est inclusif, etc. Se poser toutes les questions a priori pour les implémenter et pas en fait se réveiller quand c'est un peu trop tard, quoi, ou attendre que la réglementation arrive. Donc finalement, d'après ce que je comprends, il y a aussi un gros enjeu de pédagogie, en fait, de passer par le concret pour expliquer un peu aux équipes soignantes, même éventuellement aux utilisateurs finaux ou aux bénéficiaires finaux comme les patients peuvent l'être. Concrètement, chez PwC, justement, si on doit parler de concret, comment est-ce que ça se matérialise? Comment est-ce que vous essayez de mettre en place cette pédagogie? Comme je le disais, déjà on la montre, la technologie, et on permet à chacun, quel que soit le grade, l'ancienneté, de se saisir de la technologie et de bénéficier, on va dire, d'un coaching. Donc il y a des gens qui apprennent et qui démystifient. On consacre beaucoup de temps à la formation. On laisse le temps aux gens, ce n'est pas des démarches qui viennent d'en haut en disant il faut faire ci, il faut faire ça avec la technologie. On laisse aux gens, d'une part, la capacité de se saisir de la technologie, mais aussi de réfléchir à leurs propres innovations. Quand ils ont réfléchi à leurs propres innovations, on les aide, c'est un peu comme incuber finalement en interne des idées pour les amener jusqu'à la réalisation concrète et l'impact sur nos métiers. Et puis surtout, on en parle en fait. On accompagne les gens en fait. Parce que chez PwC, comme partout, on a une enquête qui s'appelle, alors désolé pour le mauvais français, Open Firm, et qui sont de plus de 8000 salariés dans le monde pour savoir c'est quoi vos peurs et c'est quoi vos aspirations ou les sujets qui vous rendent optimistes. Ce qui est très marqué, c'est que partout dans le monde, il y a à peu près 40% des salariés qui pensent que leur job va disparaître d'ici 5 à 10 ans du fait de la technologie. Bon. Et moi, je me disais, quand on regarde PwC, moyenne d'âge 26-27 ans, c'est tous des surdiplômés, donc eux, ils ne devraient pas avoir peur. Alors, je me suis complètement trompé, il y a les mêmes peurs que partout ailleurs chez PwC. Et là, c'est de l'appropriation, de l'accompagnement, le fait, encore une fois, on est
On ne parle pas de technologie avec des transparents ou des slides, comme on dit là aussi en mauvais français. On montre la technologie, on permet aux gens de comprendre aussi les limites de la technologie et de la projeter dans leur métier et dans leur quotidien. Et ça me paraît très important parce que quand on sonde, et on a tout un tas d'outils, ça fait partie des choses que l'on fait chez PwC, on sonde nos nouvelles générations. On leur dit, bah, tiens, quand vous prenez l'IA, qu'est-ce que ça vous inspire, comment vous voyez les choses? Et ce qui ressort systématiquement, c'est ça doit nous permettre d'éviter les tâches répétitives ou les tâches à faible valeur ajoutée, et ça va nous rendre beaucoup plus pertinents chez nos clients, parce qu'on aura accès à une capacité de synthèse de l'information qui est beaucoup plus vaste que ce que chacun peut faire devant son petit ordinateur. Ça, c'est quelques exemples. En fait, c'est toujours étonnant d'avoir même les médias qui opposent en fait technologie et humain comme si l'un allait remplacer l'autre. Ça n'a pas de sens. Si on utilise les machines, c'est qu'elles font mieux ce que nous, on est capable de faire. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi est-ce qu'on va construire une calculatrice si on est capable de calculer mieux qu'une calculatrice? Un ordinateur, pourquoi est-ce qu'on aura un ordinateur si on peut faire mieux? Ça n'a absolument pas de sens. Bien sûr que la machine est plus forte que l'homme, mais à certaines tâches, en fait. Après, quand on parle de remplacement de l'humain, on arrive dans ce qu'on appelle l'IA forte, où ce serait une IA qui a conscience d'elle-même et qui serait capable de reproduire tout ce que fait l'humain. Mais on en est tellement loin, je suis désolée. Avoir conscience de soi-même, les scientifiques ne sont même pas d'accord sur la définition de la conscience. Donc pour pouvoir la modéliser dans une machine, il faut déjà la comprendre et on n'en est même pas là. Donc l'IA, ce qu'on appelle faible, l'IA qui va faire effectivement de l'automatisation de tâches, de l'optimisation de processus, bien sûr que c'est génial, mais c'est génial pour ce que c'est censé faire. Et quand même, un humain, on a assez peu de jobs où c'est une tâche répétitive toute la journée, c'est dans les usines et puis ça c'est fini. Mais aujourd'hui, en fait, la valeur ajoutée de l'humain, elle persiste et elle persistera encore. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, vous avez cette notion, et vous l'avez bien présenté avec les actions mises en place par PwC, vous avez cette notion de l'humain au cœur de toutes les réflexions en fait, liées à l'innovation. Et puis vous avez beaucoup parlé aussi tout à l'heure de l'éthique, des problématiques éthiques, des problématiques de régulation, etc. Vous parliez de progrès raisonné. Comment est-ce qu'on garantit un progrès responsable en fait? Alors, garantie, je ne sais pas s'il n'y a pas de garantie. Ce qu'on peut, c'est justement avoir de l'éthique. Et ce n'est pas une éthique qui est spécifique à la technologie qu'on vous engagez à respecter vos salariés, à leur donner des perspectives. Ce n'est pas lié à la technologie. Donc je pense que c'est une erreur de penser qu'il faut une éthique spécifique à la technologie. Si vous êtes responsable dans la préservation des emplois, si vous êtes responsable dans le fait d'accompagner les gens, parce que c'est ça leur demande en fait. L'angoisse, c'est... moi, je vais être déclassé, je ne vais pas maîtriser. Et le retour qu'on peut en faire, c'est qu'au contraire, ces technologies, elles accélèrent certaines carrières. Les gens qui ont la curiosité et la volonté de s'investir, ils progressent beaucoup plus rapidement que les autres parce que justement, ils mettent de côté les tâches un peu répétitives à faible valeur ajoutée. Toujours la même chose, il y a une tranche de gens curieux qui ont envie d'évoluer et ceux-là, à la limite, ils savent le faire tout seuls. Mais le rôle, c'est d'accompagner tout le monde. Et l'éthique, c'est de le faire de manière responsable. Et l'éthique, ça s'encadre en fait. On décrète pas comme ça qu'on est éthique. C'est un quotidien en fait. L'éthique, ça dépend de ce que vous faites avec les données, ça dépend de ce que vous faites avec les traitements. Et comme ça a été très bien dit, aujourd'hui, on a même les outils technologiques qui nous permettent d'être éthiques en fait, de comprendre quel a été le raisonnement de l'algorithme, qu'est-ce qu'il a fait des données et ce genre de choses. Donc la technologie elle-même, alors c'est un peu récursif ce que je dis, mais la technologie elle-même va nous aider à être plus transparent et plus éthique en fait. Moi, je pense qu'il faut séparer innovation et progrès. On a tendance à vouloir un peu remplacer le mot progrès et se focaliser que sur l'innovation. L'innovation, c'est finalement, ça va être une réponse à un problème donné qui est très quantifiable, très mesurable et qui finalement probablement est très rassurant aussi pour la population. On va dire c'est une innovation positive, en sachant qu'une innovation, c'est parfaitement neutre. C'est l'utilisation de l'innovation qui va faire qu'elle va être positive ou pas, éthique ou pas, alors que le progrès, en fait, ça s'inscrit dans une démarche qui est à beaucoup plus long terme. Ça suscite en fait une réflexion éthique et même philosophique et sociétale. Et ça, en fait, elle doit être OK. Il y a des innovations, on a besoin des innovations, mais je pense que ça ne doit pas nous dédouaner, en fait, d'avoir une réflexion éthique sur les conséquences de toutes ces innovations à long terme. Ce qui est difficile, c'est qu'on mélange toujours le technique et les valeurs humaines. Et en fait, on a envie que le progrès technique amène le progrès humain ou humaniste. Et en fait, ça n'a rien à voir.
Le progrès technique, il est assez aisé dans tout ce qui est industrie, sciences, technologie. Mais dans les valeurs humaines, est-ce qu'il y a un progrès au niveau des valeurs humaines ? J'ai envie de dire collectivement, oui. On est une société qui fonctionne un peu mieux qu'au Moyen-Âge. Mais au niveau individuel, non, en fait. L'humain, il reste le même depuis la nuit des temps. Et je pense peut-être aussi la grande différence, c'est que précédemment, les cycles, ils répondaient à un besoin. En fait, on réfléchissait à un besoin et on faisait de la recherche. Et d'ailleurs, on faisait des plans de recherche, des plans stratégiques pluriannuels, ce qui a plutôt donné des bonnes réussites en Europe et en France. C'est le cas d'Airbus. On avait besoin d'avoir de l'autonomie sur le transport aérien. On a créé Airbus et compagnie. Là, maintenant, en fait, on a des technologies qui arrivent. Ça ne répond pas forcément à un besoin. Vous n'aviez pas forcément besoin d'une IA générative. Vous n'aviez pas besoin du métaverse. Ce n'est pas un besoin, en fait. Personne n'a exprimé le besoin qu'on avait du métaverse. C'est des technologies qui s'imposent à nous et dont la courbe, finalement, à la fois d'apprentissage et d'adoption, elle est très rapide. Et tout ça, ça crée de l'inquiétude, en fait. Je ne reprends pas le sujet du déclassement, mais je voulais insister sur le fait qu'elles ne sont rien s'il n'y a pas d'accompagnement. En fait. On a vu que là, il y avait quand même une grosse vague de régulation en Europe, même aux États-Unis ou en Chine, si on ne doit parler que de ces trois pôles-là. Mais est-ce que c'est une réponse, justement, à la problématique de trouver cette éthique, cette responsabilité de la tech ? On l'a dit, je pense que l'éthique, elle est essentielle. Est-ce que c'est systématiquement une traduction par la régulation ? J'en suis un peu moins certain, en fait. On dit toujours, c'est une tarte à la crème, les États-Unis innovent et l'Europe régule. Bon. Les Américains, comme les Chinois, ils ont à peu près la même vision stratégique, c'est que d'ici à 10 ans, 70 à 80% des services sera fait de manière digitale, c'est-à-dire sur Internet. Donc ils ont cette vision-là. Et c'est compliqué de raisonner uniquement par la régulation. En fait, c'est des barrières à l'entrée qui coûtent rien à ces acteurs-là. En fait, donc autant je souscris 1000 fois, et je pense que c'est la bonne façon à la fois de rassurer et d'être responsable que d'avoir une éthique quant à la technologie. Les géants américains dont on a tendance à se plaindre en Europe, ils ne sont pas nés par une régulation du Congrès américain. Ils sont nés parce qu'il y avait un certain nombre de facilités d'innovation. Donc il ne faut pas non plus que l'Europe devienne un îlot de surrégulation, parce que ce n'est pas forcément ce qui facilite. L'exemple a été pris du partage de CG, dont j'ai tendance à penser que ce n'est pas non plus des courbes très confidentielles. Ce qui est très compliqué, en fait, dans le domaine de la santé, c'est que comment trouver un équilibre où, effectivement, on laisse faire, mais sans trop lâcher non plus. Quand ce n'est pas dans le domaine de la santé, j'ai envie de dire, on peut construire un produit, puis après, ça ne marche pas, on itère, quoi. Dans la santé, ça ne marche pas, on itère, c'est un peu dérangeant quand c'est des patients qui souffrent, qui souffrent du problème qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est un milieu qui est délicat. L'adoption par les médecins, elle est compliquée aussi. Quand il y a un nouveau médicament qui sort, tout le monde on devrait pouvoir se dire « Ah, c'est génial, aux États-Unis, il va y avoir la pub à la télé, etc. » En France, il va mettre beaucoup de temps à être prescrit parce qu'on va toujours préférer un vieux médicament qui a fait ses preuves depuis très longtemps qu'un nouveau médicament qui paraît très prometteur, mais dont on n'est pas sûr des effets à long terme puisqu'il a été inventé il y a 10 ou il y a 15 ans. Quoi. On a quand même la vie des gens entre nos mains, même si... souvent, on dit ça et puis on traite aussi les boutons de moustique. Mais voilà, on a quand même la santé des gens entre nos mains. C'est compliqué de nous dire « Ah, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on fera une V2 ». Donc, voilà, c'est difficile. Il y a toute la réglementation autour du dispositif médical qui crée beaucoup de problèmes en tech et en santé, notamment, par exemple, pour l'IA générative. Il y a pas mal de projets sur l'IA générative d'aide à la décision clinique, d'aide à la décision médicale, donc qui pourraient aider à faire des diagnostics. Le problème, c'est que si vous avez un outil qui fait des diagnostics, il doit être estampillé ce qu'on appelle dispositif médical et que pour arriver sur le marché, donc pour être dispositif médical, c'est une réglementation, mais ça prend 10 ans. C'est extrêmement cher. Les startups, elles n'ont pas les moyens de se payer ça. Et donc aujourd'hui, il y a très peu de solutions qui aident à la décision clinique parce que, ils veulent pas... D'abord, l'IA ne prendra pas la responsabilité. À la limite, c'est une autre discussion, mais c'est normal. Mais deux, en fait, le cheminement pour arriver sur le marché, au moment où vous arrivez sur le marché, mais votre logiciel, il est complètement has-been. Donc la santé, c'est très compliqué. Moi, je prétends absolument pas avoir la réponse. Mais effectivement, il faut arriver à, par plus de transparence et de pédagogie, par exemple, pouvoir partager les datas. Moi, ce problème de CG, en fait, si on explique aux patients ce à quoi va servir leur data anonymisée, en fait, ils acceptent. C'est quand on ne leur explique pas.
et que la télé leur dit qu'on va leur voler leur C'est ça. data. C'est là qu'ils disent non. Et donc justement, Cécile, vous parliez du secteur médical, forcément. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place par le secteur médical pour renforcer et la compréhension et l'adoption des nouvelles technologies par le personnel soignant? Ah, j'aimerais bien. J'avais plein de projets sur ce sujet il y a 10 ans, puis je me suis dit non, c'est bon, ça va être fait. C'est jamais fait. À part des initiatives très ponctuelles, en France, c'est facile d'avoir une initiative ponctuelle. Voilà, un événement, un DU, voilà, c'est déjà très bien, mais ça ne suffit pas. C'est facile de faire des pilotes aussi. Alors, c'est facile. On y arrive dans les hôpitaux. Par contre, passer après le pilote, de transformer l'essai, alors ça, c'est hyper compliqué pour plein de raisons. Et au niveau de l'adoption, donc il y a ce problème en fait d'itérer sur le terrain, c'est compliqué. Il n'y a pas non plus. En fait, il n'y a pas du tout les deux mondes ne se parlent pas. Le monde de la santé et le monde de la tech, c'est comme deux étrangers qui jamais ne se rencontrent. Alors qu'aux États-Unis, en fait, il y a des carrières de médecins entrepreneurs. Il y a des gens qui vont à la fac en fait, pour faire médecine. Et au final, ils n'arrivent jamais dans la clinique. Ils deviennent médecins entrepreneurs, mais ils ont un bagage de connaissances. Donc, on a besoin de nouvelles carrières qui sont en fait au carrefour entre la santé et la tech. On a besoin de tout ça. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu au tempérament personnel. Mais j'espère que dans le futur, et je pense que ça va souffrir, des ponts entre les écoles d'ingé et la médecine. On a encore une fois un monde académique qui est extrêmement brillant et reconnu mondialement en France, mais les ponts entre ce monde académique et le monde de l'entreprise sont plutôt fragiles et ressemblent plus à des passerelles qu'à des ponts en fait. Donc ça c'est un premier enjeu parce que la recherche de fonds elle est quand même faite dans ces structures académiques, sauf quelques rares exceptions au niveau des entreprises. Et la transformation, vous pouvez changer des locaux, ça ne va pas transformer votre entreprise. Vous pouvez changer les bureaux, faire des open space ou pas d'open space. Fondamentalement, ça ne va pas vous transformer beaucoup. Donc il y a une reconnaissance, et on a beaucoup d'études qui le montrent, que la transformation ne se limite pas à la technologie, mais son premier vecteur ou son premier soutien, c'est la technologie. Mais le changement, je pense que c'est exactement ce qu'on disait des technologies, c'est aussi d'expliquer le pourquoi en fait. On est souvent le travers de beaucoup d'entreprises, on est d'abord dans le comment avant d'être dans le pourquoi. Donc les gens, on mésestime souvent l'intelligence du patient ou les gens, ils ont compris en fait que les choses allaient évoluer, qu'on ne ferait pas sans l'IA, mais le pourquoi est souvent négligé. Et dans l'entreprise, on fait des belles roadmaps. On explique à tout le monde qu'il y a plein de jalons, plein de projets et compagnie, mais c'est pas le pourquoi, ça c'est le comment en fait. Ouais, je rebondis sur le pourquoi. Moi, il y a une question que je me suis posée, où les gens ont toujours trouvé ça bizarre, c'est pourquoi est-ce qu'on soigne ? C'est bizarre comme question. C'est logique de soigner. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais en fait, si on y réfléchit avec toute la tech qu'on a maintenant, on soigne aujourd'hui pour réparer. Ok, j'ai une jambe cassée, on me met un plâtre, je reviens à un état de base de bonne santé. J'ai une maladie, on me donne nos médicaments, voilà, je reviens à un état de base. Mais ce que promettent les technologies aujourd'hui, c'est pas seulement de réparer, en fait, c'est d'aller augmenter l'homme. Et je crois que ça fait extrêmement peur parce que tout d'un coup, on passe de l'humain qu'on connaît aujourd'hui presque à un post-humain. L'augmentation de l'homme, donc c'est aller au-delà des capacités physionomiques qu'on a aujourd'hui. Donc ça veut dire par exemple s'implanter une prothèse dans la rétine pour voir la nuit. On n'est pas censé voir la nuit. Un implant cochléaire pour entendre une gamme de sons qu'on n'entendrait pas. Un exosquelette pour pouvoir faire des mouvements qui seraient impossibles à faire en temps normal. Et là, en fait, finalement, on arrive dans une ère qui est... est-ce que c'est encore une ère de l'humain ou est-ce que c'est le post-humain ? Et est-ce qu'on est OK avec le fait que l'homme évolue vers un post-humain ? Je n'ai pas la réponse. Mais je trouve que de se poser la question du pourquoi est hyper intéressante parce que ça permet de se dire, OK, ce que je vais développer, si je pense à long terme, en fait, vers quelle humanité est-ce qu'on veut tendre et qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce que ce serait qu'une humanité pas parfaite, ça n'existe pas, mais une humanité souhaitable. Pour revenir justement dans le contexte de l'entreprise, ce pourquoi, donc tendre vers la compréhension du pourquoi, chez PwC, comment est-ce que vous accompagnez vos clients pour que justement les équipes de vos entreprises clientes comprennent le pourquoi ? Le point de départ, c'est que tous nos clients et toutes les entreprises avec qui on est en interaction, elles ont cette urgence à la transformation. En fait, dans tous les secteurs d'activité, il y a des nouveaux entrants qui maîtrisent mieux la technologie
et qui donc disruptent, créent des ruptures dans les chaînes de valeur. Ça, c'est universellement reconnu. Il y a une urgence à la transformation qui se mesure très bien. Ces dirigeants nous disent ils en font leur première priorité et ils reconnaissent que s'ils n'arrivent pas à opérer cette transformation, ils considèrent qu'à moins de 10 ans, leur entreprise est condamnée. Donc ça, je pense que c'est important d'insister sur ce sentiment d'urgence. L'humain, c'est la pierre angulaire de la transformation. Et la technologie, elle vient en soutien, mais si vous n'accordez pas un maximum à la fois d'énergie, d'attention à la façon dont les gens vivent ces transformations, dont ils se les approprient et à la façon dont vous êtes transparent pour leur dessiner une perspective, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on le voit, il y a beaucoup d'énormes projets de transformation où on constate un échec. Alors ceux-là, ce n'est pas les clients de PwC, je vous rassure. Comme ça vous évite de me poser la question. Mais si c'est une conviction, moi ça va faire une trentaine d'années que je fais du conseil. Quand on met l'humain de côté et quand on a la croyance que la technologie va tout changer, on se plante systématiquement. Très bien. Merci Cécile, merci Philippe pour cette conversation passionnante. Merci à tous de nous avoir suivis.